Ça va? Oui. Un bouchon sur celui-là. En effet. Sur celui-là aussi. D'ailleurs, même sur celle-là. Ne pas retirer le bouchon serait un manque de professionnalisme. Je suis né en 1961 en France, dans une ville moyenne qui s'appelle Saint-Étienne, qui est au milieu du pays, à la limite d'une vieille chaîne volcanique. C'est une ville qui date du XIe siècle, qui a eu son heure de gloire dans la révolution industrielle. Quand je suis né, c'était déjà sur le déclin, comme les villes industrielles anglaises ou américaines. Je suis né là parce que mon père est né là, parce que sa mère, la famille de sa mère, est dans la région depuis des siècles et des siècles, aussi longtemps que je puisse remonter, je trouve. C'est des gens qui, en 2 générations, passent 2 kilomètres à peu près. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a l'air naturel, mais évidemment, ça a l'air un petit peu moins quand on pense que mes parents se sont rencontrés au Maroc et j'ai été conçu en Indonésie. Donc, il a été moins évident que je sois né à Saint-Étienne. Mon grand-père, donc le père de mon père, vient d'une famille qui est d'origine de la région parisienne. Mais c'est des gens qui bougeaient plus. Son propre père travaillait dans les chemins de fer, au début du chemin de fer, donc il bougeait beaucoup. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à Saint-Étienne, mais c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, donc Alfred a rencontré Bénédicte. Alfred voulait être menuisier et ébéniste, c'est-à-dire du travail fin, du bois, faire des cabinets, des choses comme ça. Mais évidemment, la Première Guerre mondiale est arrivée, donc ça s'est passé comme il prévoyait. Il est devenu soldat, ça s'est bien passé pour lui au moins. Il a été couvert d'honneur et de médailles. Ça lui a permis de convaincre la belle famille d'épouser Bénédicte, après quoi ils ont eu des enfants. Mon père était le 2e de la famille. Et puis ils se sont installés dans une vie familiale. Sa carrière, à ce moment-là, s'est un petit peu ralentie. Alors là, c'est-à-dire qu'il était sorti de la Première Guerre mondiale capitaine. À la Deuxième Guerre mondiale, il était toujours capitaine. L'histoire de la famille, c'est que l'organisation militaire dans cette région du pays était contrôlée par les francs-maçons. Mon grand-père était un catholique enthousiaste, donc c'était 2 clics qui ne pouvaient pas se voir en photo. Et la famille dit que c'est pour ça qu'il n'a pas eu de promotion. C'est pas impossible. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé, qui est que dans les années 30, mon grand-père voulait aller au service funéraire d'un de ses meilleurs amis, mais son ami était protestant, et il a eu besoin d'une dispense de l'évêché pour avoir le droit d'aller à un service protestant. Ça donne une assez bonne idée du caractère très cliquiche, qu'on pourrait dire, de la société française à l'époque. Deuxième Guerre mondiale arrive, mon grand-père a presque 50 ans, il repart à la guerre, les Français sont sûrs qu'ils contrôlent la situation, les Allemands sont beaucoup plus sûrs, donc au bout d'une semaine, il est capturé. Et il passe l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Comme il est officier, il est probablement mieux traité que les gens qui y vont pour d'autres raisons. Mais pour moi, c'est le lien qu'il y a à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'évidemment, je n'ai pas de lien avec l'Holocauste à proprement parler ou à la Shoah, mais en sachant que mon grand-père était probablement mieux traité que d'autres, parce qu'officier, je sais que quand il est revenu, sa famille ne l'a pas reconnu. Sur le quai de la gare, ils l'ont vu passer, ils n'ont pas reconnu qui il était. Et pour le reste de sa vie, il avait des cauchemars tous les jours. C'est une bonne indication à quel point c'était déplaisant. Mon père, lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était juste à 18-19 ans. Donc il avait été envoyé dans un camp de travail, c'était là où la collaboration, les Allemands envoyaient les jeunes gens pour éviter qu'ils fassent autre chose. Donc c'était du travail forcé essentiellement. Comme la famille n'avait pas de père, puisqu'il était en captivité, ça a été assez difficile pour ma grand-mère. Donc elle a compté sur des amis, sur la famille, mais ça a beaucoup marqué la famille. Et il y a un côté un peu peureux dans la famille, un peu craintif, qui est resté, qui est toujours resté. On ne prend pas de risques, parce que visiblement, ça a été une période très très dure. Mon père voulait faire des études de droit, mais avec la guerre, ça ne s'est pas produit. Et après la guerre, il ne les a pas reprises, ces études. Donc il est passé de métier en métier, y compris faire démineur dans le port de Gênes. Il a fini par se retrouver au Maroc. À l'époque, le Maroc, c'était la fin du protectorat français, donc c'était encore un endroit où les Français allaient facilement pour trouver du travail.
Il a fait plusieurs petits boulots là, il a fini par être embauché à la Shell. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Ma mère est suisse. Du côté de sa propre mère, elle vient de la région de Neuchâtel, qui est un lac au nord-ouest de la Suisse, qui est une vieille terre celtique depuis 2500 ans, quand les Celtes sont partis d'Autriche, avant d'aller en Belgique et ensuite dans les îles britanniques, c'était là qu'ils étaient. Et donc la famille semble avoir été là depuis la nuit des temps. Mon grand-père, lui, de ce côté-là, fait probablement partie des Français qui ont été expulsés de France à la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV. La France avait une période de grande tolérance religieuse après Henri IV, qui était roi de France, qui avait commencé protestant, qui s'est converti, mais qui avait laissé les protestants, les catholiques, les juifs et tout le monde vivre ensemble. Louis XIV, à la fin de sa vie, a révoqué cet édit, et essentiel, c'est ce qui a été une catastrophe dans l'histoire de France, parce qu'une bonne partie des gens très éduqués, avec beaucoup de succès dans les premières manufactures, les premiers business modernes, étaient protestants, et ils sont tous partis. C'est l'origine des Dupont de Nemours, des gens comme ça, ou de Johnny Depp. Et donc on pense que mon grand-père fait partie de cette vague, avec moins de succès, mais c'est comme ça qu'il est parti en Suisse. Ma grand-mère vient d'une famille qui, dans la région, on était moitié paysans, moitié horloger. On faisait horloger l'hiver, paysan pendant l'été. Elle ne voulait pas faire ça. Elle voulait être infirmière. Donc elle allait dans une école à Lausanne qui s'appelle La Source, qui était à l'époque une très grande école d'infirmières, très bien cotée, et elle a eu son diplôme. À La Source, elle a rencontré une amie, Nelly Piguet, qui étudiait aussi pour être infirmière. Et à la fin, parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on pensait, elle s'est demandé comment est-ce que je vais faire pour me marier. Parce qu'elle n'avait jamais pensé à ça, et à l'époque c'était bien pour une femme d'être mariée, c'était difficile de faire autrement. Son amie Nelly lui a dit « Pas de problème, j'ai un frère super. Il est beau, il est grand, il a du succès, il est dans les colonies en Afrique subsaharienne. » Et donc, Yvonne, ma grand-mère, a décidé de tout plaquer en Suisse, de tout emballer, tout ce qu'elle avait, et de partir chercher le francisme dont elle ne savait rien, à part le pitch que lui avait fait Nelly, qui s'est avéré n'être pas totalement correct. Parce que le francisme, il était grand, il était beau, c'était aussi un joueur invétéré, donc il avait des dettes comme ça, et il courait le jupon. Le problème, c'est que Yvonne, elle n'avait pas les moyens de revenir en Suisse. Donc, en sachant que ce n'était pas une affaire aussi bonne qu'elle le croyait, elle a épousé Francis. Et pendant plusieurs années, je pense qu'il l'a beaucoup trompée, et ils ont passé beaucoup de temps à éponger ses dettes. Ce n'était pas un début de mariage très romantique. Ils ont bougé de pays en pays dans l'Afrique subsaharienne, et puis ensuite ils sont remontés, ils sont retrouvés au Maroc, et c'est là que ma mère est née, en 1933. Ma mère a grandi pratiquement toute son enfance et sa jeunesse au Maroc, sauf pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était un protectorat français. Donc ses parents étaient inquiets que les Allemands finissent par arriver. Ils ont envoyé leur fille en Suisse, donc elle a découvert son pays d'origine qu'elle ne connaissait pas avant. Et après, elle est revenue au Maroc, elle a continué à grandir au Maroc. Quand elle a rencontré mon père, elle venait d'avoir un travail dans le pool de secrétariat de la Shell Oil, où mon père avait été juste embauché, donc ils se sont rencontrés, ils ont commencé à se voir, et puis ils ont fini par se marier. Très peu de temps après qu'ils se soient mariés, mon père a été promu, et il fallait qu'il parte en Indonésie. Donc ils sont partis en Indonésie. Ils ont essayé d'avoir des enfants, ma mère avait du mal à garder ses enfants, donc c'est pour ça que je suis venu 4 ans après, parce qu'ils en ont perdu plusieurs avant. Et puis, quand ils se sont rendus compte que j'étais en route, le contrat de mon père, qui était un contrat de quelques années, s'est terminé. Donc ils ont dit qu'ils allaient revenir en France. Et donc ils sont revenus en bateau. Ça a pris quelque chose comme 2 mois. Ils sont passés l'océan Indien, la mer Rouge, en passant par Aden, par l'Italie, par la Grèce, partout. Ils sont arrivés à Marseille et sont remontés à Saint-Étienne, où je suis arrivé à temps pour naître exactement à l'endroit où tout le monde de la famille naissait.
Après ça, mes parents se sont déplacés d'abord vers une autre ville, pas très loin de Saint-Étienne, et ensuite dans la région parisienne. Et dans la région parisienne, mon père a trouvé du travail dans une entreprise américaine qui s'appelle JT Case, qui existe encore, qui est petite, c'est comme une espèce de micro John Deere. Et il travaillait essentiellement à la publicité et au marketing. Il n'avait pas de diplôme après la guerre, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Si tu étais capable de faire des choses, tu n'avais pas besoin de diplôme. Donc il est devenu directeur du marketing. Ça a duré un certain temps. Ça n'a pas bien continué parce que dans les années 70, la compagnie a commencé à se consolider et on lui a offert le poste de directeur du marketing européen. Mais pour ça, il aurait fallu qu'il parte ou en Angleterre ou aux Pays-Bas. Et il voulait que ses enfants soient éduqués en France. Donc on l'a gardé, mais il n'était plus chef. J'ai une sœur qui est née 3 ans après moi. Nous avons grandi dans la France des années 60, donc c'était la France de la reconstruction. Pour moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a longtemps, mais en fait, c'était il y a à peine une quinzaine d'années. Donc, on voyait encore des blessés dans les rues, il y avait encore des zones détruites. Pas beaucoup, c'était pas Coventry, mais on voyait encore ça. La culture française était très insulaire, il n'y avait pas beaucoup d'influence américaine, il n'y avait pas beaucoup d'influence européenne non plus. C'était très franco-français. La politique était dirigée par les deux groupes qui s'étaient comportés correctement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les gaullistes, qui sont essentiellement des Christian Democrats, à l'allemande ou la nordique, et puis les communistes, parce que c'était les deux groupes qui avaient combattu les Allemands. Parce qu'évidemment, Staline a commencé à faire des âneries en Hongrie et dans les autres pays, la cote des communistes a graduellement baissé dans l'opinion publique, pas dans l'opinion du Parti communiste français, qui était très motivé. Mais le public a progressivement abandonné ça. Mais c'était une culture qui était très rigide, parce que ce n'était pas un culte de la personnalité à la Mao, mais De Gaulle en France, comme Churchill en Angleterre, ou des gens moins sympathiques comme Tito ou Franco. C'était le culte de la personnalité, c'était des gens très très importants et tout était défini par rapport à eux. On regardait vers eux pour avoir des signaux, pour savoir comment on faisait les choses. Donc c'était une société qui n'était pas très très fluide. Tout ça a changé maintenant, il n'y a pas vraiment ce genre de personnage. Il y a des choses qui m'avaient marqué beaucoup dans mon enfance. Là où on habitait, à Boulogne-Billancourt, qui est une ville juste à côté de Paris, juste à l'ouest, depuis la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir une église en train de se construire. Et je l'ai vue se construire en quelques années, parce que ça a pris du temps, hein, de rien jusqu'à ce qu'elle soit finie. Et ça me fascinait. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, c'est qu'évidemment j'ai perdu un œil. J'ai été attaqué par une bande de garçons dans un parc public juste avant mon 7e anniversaire. Et la vraie conséquence de ça, c'est que pour des raisons médicales, pour éviter de l'abîmer plus, je ne pouvais pas faire de sport et je ne pouvais pas aller dans les cours de récréation. Ça veut dire que toute mon école primaire, mon elementary school, je l'ai passée dans le préau, dans le lobby, en train de regarder les gens. C'est probablement pour ça que j'ai développé une personnalité assez distante où j'observe plus que participe. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance. Ce n'était pas particulièrement triste, mais ça a beaucoup changé ma personnalité, probablement. Les meilleurs souvenirs de mon enfance, c'est la montagne, parce que nous allions tous les ans, en été, passer un mois en Suisse, dans les montagnes, et c'est toujours les endroits où j'étais le plus heureux. Bon, il y a un sentiment de liberté, il y a une ouverture, même dans les vallées les plus renfermées. L'air est léger, ça a l'air de rien, mais par rapport au bord de la mer, ça fait une grosse différence. Et puis bon, ça me correspondait. Quelque chose d'autre qui m'a marqué, c'est quand mon grand-père est mort en 78, et c'est pas parce que c'est quelque chose de bizarre, le père de mon père, et il est mort à 88 ans, donc c'était pas particulièrement
À l'époque, c'était un âge raisonnable, mais j'avais grandi dans un monde où personne ne mourait. J'avais la chance que tous les gens de ma famille qui avaient décidé de mourir avaient eu le bon goût de mourir avant ma naissance. Et après ma naissance, j'avais une famille étendue des deux côtés où personne ne mourait. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas pour moi. Et en 78, j'avais 17 ans. Il a fallu que j'attende 17 ans pour que quelqu'un de ma famille meure. J'ai fait mes études comme tout le monde. Les études en France, à l'époque, c'était pas compliqué. Tu faisais les études qu'on te disait en fonction de tes notes. La manière dont c'était organisé, c'était pas comme les écoles, comme le lycée américain, où on fait une espèce de menu de ce qu'on veut faire, avec des choses nécessaires, mais à part ça, on choisit. Il y a des filières très précises, et en fonction de tes notes, tu vas dans la filière, la meilleure filière où tu peux aller. La meilleure filière, c'est maths et physique. La suivante, c'est sciences du vivant, donc biologie et autres. Ensuite, c'est économie. Ensuite, c'est langue ou technologie. Et à la fin, tu as humanité classique. Donc, en fonction de tes notes, tu vas dans le niveau le plus haut où tu peux aller, que ça t'intéresse ou pas. C'était comme ça que c'était fait. Mes deux meilleurs amis, quand j'étais au lycée, c'est des gens qui sont ensuite allés faire des études supérieures dans les humanités. J'étais un bon élève à l'époque, essentiellement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de social media et de choses comme ça, donc il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à l'époque. Après le lycée, c'était encore une particularité française, les études supérieures en France, il y a deux filières différentes. Il y a l'université classique, il y a des vieilles universités françaises, parmi les plus vieilles universités occidentales, mais il y a un système qui date de l'époque révolutionnaire, qui est le système des grandes écoles, qui est essentiellement un système où corporatiste ou un groupe social ou politique crée une école pour former ses cadres, pour former ses dirigeants, pour former ses ingénieurs. Parce que l'université classique, en 1800, elle fabrique des docteurs de religion, des philosophes, des botanistes qui cataloguent, mais pas des ingénieurs, pas des managers, pas des économistes. Donc, l'école où je suis allé, qui est une école qui s'appelle Centrale, c'est une école qui avait été créée par les premières manufactures françaises, la fin du XVIIIe siècle, qui avaient besoin de se créer des contremaîtres, des ingénieurs, des managers. Donc c'est là que je suis allé. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas nécessairement ce qui m'intéressait. Donc je suis devenu un moins bon élève à Centrale. Il y avait beaucoup d'amis, il y avait Dungeons & Dragons. Et puis, je suis commencé à passer pas mal de temps dans la publication de l'école, le magazine des élèves, donc, dans lequel j'écrivais des quantités colossales et pas toujours indispensables de textes. Et je me suis rendu compte qu'être un ingénieur focalisé sur une bidouille, une machine particulière, ce n'était pas nécessairement ce qui m'intéressait. Après, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un choix. J'ai eu deux contrats en même temps. L'un, c'était pour travailler dans une usine de semi-conducteurs française. Donc, c'était de la recherche en microélectronique. Donc, c'était un travail d'ingénieur totalement standard. Et l'autre, c'était une agence du gouvernement spécialisée dans le transfert de technologie, le financement de la recherche appliquée. Et ils avaient un magazine dans lequel ils chroniquaient tout ce qui se faisait dans le pays d'intéressant. Donc, j'ai passé les quelques années suivantes à voyager un peu partout en France, visiter tous les centres de recherche, pratiquement la plupart des universités, la plupart des laboratoires qui faisaient des choses intéressantes. Et ça, c'était très, très intéressant, parce que ça me correspond plus. Ça me permet de sauter du coq à l'âne, au lieu de me concentrer sur une et une seule chose. J'avais un cercle d'amis. L'un de ces amis est parti aux États-Unis pour son entreprise, parce qu'ils avaient besoin de faire des calibrations sur une de leurs machines, et il est allé travailler au NBS, National Bureau of Standards, où il a rencontré ta maman. Donc ils ont commencé à sortir pendant un moment. Comme elle venait de terminer ses études et d'avoir son doctorat, elle a décidé d'aller visiter Paris, de trouver essentiellement un postdoc à Jussieu, à l'université de Jussieu. Et puis bon, elle a commencé à faire partie du groupe. C'est un groupe d'une dizaine de personnes, grosso modo. Petit à petit, visiblement, la relation entre Pascal et Lisa s'est un petit peu détériorée. Et donc, ils sont partis chacun de leur côté. Mais comme on était devenus amis,
nous, on ne voulait pas arrêter de se parler. Donc, on a continué, et puis petit à petit, c'est devenu autre chose. Donc, on s'est mariés, sans savoir où on vivait. Ensuite, on a décidé qu'on allait vivre aux États-Unis. C'était un petit peu inimini manimo. Et je suis venu. Avant, je travaillais comme journaliste de rédaction dans un magazine économique, où je m'occupais de la technologie avec 4 ou 5 autres personnes. Quand je suis venu aux États-Unis, je suis devenu un freelance. C'est moins payé, mais ça permet d'être père à la maison et d'avoir beaucoup de liberté. Et puis ta sœur est arrivée, et toi, et puis tu connais le reste.